Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce chapitre 3, les échanges économiques du programme de première STMG, programme pardon, d'économie. Alors, juste une chose avant de commencer, bien évidemment, j'insiste tout le temps, mais je le dis, cette vidéo ne remplacera jamais le travail et les activités proposées par ton enseignant, ça ne remplacera jamais le fait d'être actif à construire du savoir en classe et à échanger avec tes camarades. Mais ça peut faire un très bon résumé et surtout, ça peut permettre de mieux comprendre certaines notions à tête reposée. Pour ce faire, ton téléphone portable en mode avion s'il te plaît, parce que sinon les notifications elles vont complètement t'empêcher d'être concentré, et du coup ben voilà, tu prends ce temps là, d'accord, pour mieux comprendre les notions, et si ça peut t'aider à mieux réussir ton année, et ben franchement j'en serais extra ravi et flatté. Et donc c'est parti pour les échanges économiques. Alors on va parler dans un premier temps d'une notion qui est assez facile et qui est voilà, qui est maîtrisée par la plupart des élèves, mais quand même, on va répéter ça. Alors, tu sais, les États-Unis exportent beaucoup de soja. Et en fait, ben, la France, elle exporte aussi beaucoup, elle exporte beaucoup d'agroalimentaire. Également, la Chine, elle exporte beaucoup de produits électroniques, etc. Je pense que tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que chaque pays avait le choix de se dire, bon, soit je deviens très bon dans plein de domaines pour pouvoir produire et exporter, comme ça j'ai plus besoin d'importer, soit ils se sont dit, en réalité, dans notre pays, on a certaines ressources. Et ben on va utiliser ces ressources-là et on va en faire un avantage à l'international. Et donc ça a donné ce qu'on appelle le phénomène de spécialisation. Qu'est-ce que c'est le phénomène de spécialisation? C'est simplement un mot économique qui précise que chaque pays a fait le choix de se spécialiser dans la production, dans une production en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, la Chine, ils ont été très très forts ils sont toujours forts dans les produits électroniques et le textile, etc. La France est balèze dans l'agroalimentaire, etc. L'aéronautique aussi. Et donc, chaque pays s'est spécialisé dans une production particulière. Plutôt que de se dire, je vais tout produire et vu que j'essaye d'être expert en tout, je risque de ne pas être bon dans un domaine en particulier. Et les pays se sont dit, on va se concentrer sur un ou deux domaines et on va se spécialiser là-dedans. Et comme ça, on pourra exporter puisqu'on aura des produits de bonne qualité. C'est-à-dire que ça va de soi. Je te donne un exemple très concret. Si tu fais, je ne sais pas moi, 10 sports, ou si tu fais un sport et tu t'entraînes très très dur dans ce sport, il y a de grandes chances que tu sois meilleur en t'entraînant dans un sport qu'en pratiquant 10 sports. Là, c'est un petit peu pareil. Et donc les pays se sont dit, on va se spécialiser. Comment ils se sont spécialisés? En fonction des ressources qu'ils avaient dans leur pays, en fonction du climat, en fonction des avantages. Par exemple, tu vois, en Chine, il y a un avantage très, très flagrant, c'est le nombre de la population. Et du coup, c'est une force que la Chine a. Et c'est pour ça qu'elle peut beaucoup exporter et beaucoup produire notamment. Et donc, ce phénomène de spécialisation, il a donné lieu à ce qu'on appelle la division internationale du travail. Et la division internationale du travail, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a une division, en fait, entre les pays sur les productions. Et en même temps, on peut avoir des choses qui sont complémentaires. Par exemple, tu vois, on prend l'exemple d'un avion. Tu vois, un avion, je sais pas moi, un Boeing, on va dire. Il ne faut surtout pas croire que Boeing va être produit dans un seul pays. Non, non, pas du tout. Il y a des pièces qui vont venir de tel pays, il y a des parties qui vont venir de tel pays, etc., etc. Et c'est cette division internationale du travail-là qui va permettre de produire l'avion in fine. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Boeing va jouer le rôle, entre guillemets, comment dirais-je, d'imaginer le produit, mais surtout de l'assembler. Et de ce fait-là, on a ce qu'on appelle une division internationale du travail, c'est-à-dire que le travail peut se diviser en fonction des spécialités de chacun. Moi, par exemple, je ne sais pas, moi, si je veux lancer une marque de vêtements, mais je dis ça au hasard, pour le marketing, je vais peut-être prendre une agence aux États-Unis. Pour le textile, je vais peut-être prendre une entreprise en Chine, etc., etc. Et pour la vente, je vais prendre, je ne sais pas, moi, une entreprise de communication en France, par exemple, tu vois.
Et du coup, c'est une division internationale du travail. C'est-à-dire que puisque chaque pays est spécialisé dans un domaine en particulier, eh ben, on a ce qu'on appelle cette division-là qui nous permet de profiter de la spécialisation de chacun. Ok? Si tu as compris ça déjà, ben, c'est super sympa et je suis très content. Ensuite, on enchaîne. On a dans le monde économique des relations entre les agents. On a des relations entre les agents. Ces relations, bah, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un échange de monnaie, un échange de biens, etc., etc. J'achète un produit sur une entreprise, je le reçois à la maison, c'est un échange. Moi, je paye mon boulanger, c'est un échange, etc. Et en fait, ces relations, en fait, ce sont des échanges qu'on appelle des flux, d'accord? On appelle ça des flux, ok? Alors, pitié, j'ai un jour un élève qui m'a dit flux. Ça se dit flux, pitié. Ok? Donc, j'ai, pas grave, hein, j'ai différents flux. Ok? Et en fait, en gros, si tu veux, le circuit économique, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de ces flux. D'accord? La représentation de ces flux entre les différents agents. Pour un récapitulatif des agents, je te laisse regarder la vidéo à ce sujet, d'accord? Qui apparaîtra peut-être là ou pas. Si j'ai la flemme, je le ferai. Si j'ai pas la flemme, je le ferai pas. Enfin bref, c'est l'inverse, mais tu m'as compris. Et donc, le circuit économique, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces flux, la représentation de ces flux entre les différents agents. Et on a deux types de flux. On a les flux monétaires et on a les flux réels. Alors, les flux réels, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les flux de biens et de services. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais je sais pas moi, acheter un truc chez Amazon. Amazon m'envoie le bien. C'est un flux réel. Et moi, à contrario, je lui envoie de l'argent. C'est un flux monétaire. D'accord? Et donc, le circuit économique, c'est quoi? C'est la représentation de tous ces flux. Bah, t'imagines, hein, d'un côté, j'ai Amazon. D'accord. Ensuite, il y a moi. Mais tu sais quoi, on va le faire maintenant. Hop, voilà, comme ça. Il y a Amazon ici. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir te le faire. En fait, je fais ça, mais j'improvise un peu. Hop. Donc ici, on a moi. Donc, de ce côté-là, on a un flux monétaire. Voilà. Et je vais acheter, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, une clé USB. Ok, ben vraiment au hasard. Et de l'autre côté, j'ai un flux réel. D'accord? Et donc là, tu as un circuit économique, c'est-à-dire la représentation des flux entre deux agents. Ok? Donc voilà concernant les flux et le circuit économique de manière très simplifiée. Mais franchement, si tu as compris ça, eh ben, ça suffit largement pour comprendre le terme de circuit économique, pour comprendre le terme de flux et surtout, s'il te plaît, de pouvoir l'utiliser et d'employer ce vocabulaire dans ta copie. Encore une fois, j'insiste dans toutes les vidéos, mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas assez fait chez nos élèves. Utilisez un vocabulaire scientifique. Ça va vous crédibiliser, ça va apporter de la valeur et du volume à votre copie. Ok? Donc voilà, il nous reste les différents types de marchés. Est-ce qu'on va les... Non, on ne va pas les voir. On va voir les fonctions de la monnaie. D'accord, on va voir les fonctions de la monnaie et franchement, si tu as compris ça, c'est déjà très très bien. Les fonctions de la monnaie. Alors, pour ta culture personnelle, c'est Aristote qui a parlé de ça. D'accord, tu verras. Et d'ailleurs, je ne te dis pas qui c'est Aristote, tu regarderas si ça te dit. Comme ça fera une petite recherche. Alors, la monnaie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le moyen qui permet... de payer tout simplement, d'accord? C'est l'outil qui va nous permettre d'échanger des biens, d'échanger des services et aussi, ben, c'est, comment dirais-je, un outil qui nous permet, voilà, d'éviter entre guillemets le troc. Avant, on troquait des choses, et ça se fait encore, hein. Il y a des personnes qui échangent des objets contre des objets pour moins produire, etc. et donc moins polluer. Ça se fait. Et donc, la monnaie, wow, ça a disparu, a des fonctions. Et on va voir ensemble ces fonctions. La monnaie a trois fonctions. D'accord? C'est-à-dire que la monnaie qui nous permet d'échanger des biens contre des services ou alors d'être rémunéré et qui a une valeur qui est reconnue par tout le monde. Tu vois? C'est-à-dire que si je donne un billet, cette personne-là, dans sa tête, elle est consciente que ça a de la valeur parce que c'est communément accepté. Eh bien, elle a trois fonctions principales. D'accord? Elle a trois fonctions, selon Aristote, principales. La première fonction, c'est que c'est une unité
de compte. Alors ça, je te le dis, il faut l'apprendre par cœur. D'accord, c'est bête et méchant, mais ces trois fonctions, tu me les apprends par cœur. Unité de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle permet de mesurer, mesurer de la valeur. La valeur, pardon, d'un bien ou d'un service. Par exemple, si un bien coûte très cher, je vais implicitement me dire, ah ben ce bien a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que le nombre d'argent, si je puis dire, nécessaire pour payer ce bien-là, montre sa valeur. Une Lamborghini, ça a une extrême valeur. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Et donc, la première fonction de la monnaie, c'est ce qu'on appelle une unité de compte, c'est-à-dire qu'elle permet de mesurer la valeur d'un bien. Si un bien coûte cher, c'est que la valeur attribuée à ce bien est élevée. Si un bien coûte pas cher, c'est que la valeur, ou un service, c'est que la valeur attribuée à ce bien est faible. D'accord? Je te parle d'un point de vue économique, je ne te parle pas d'un point de vue marketing. D'accord? Je te parle d'un point de vue, encore une fois, économique. Deuxième fonction de la monnaie, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire des échanges. Qu'est-ce que c'est un intermédiaire des échanges? C'est un outil de transaction. Outil de transaction. Je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que de faire du troc, l'argent va permettre les échanges. C'est un intermédiaire des échanges. C'est-à-dire que on va faciliter les transactions grâce à l'argent. Ok? Si je veux aller demain m'acheter, je n'importe quoi, mais m'acheter une roue, chez, je sais pas, dans un magasin de voitures, je vais pas lui dire, moi, tu sais quoi, je te donne 4 heures de cours et tu me donnes une roue. Ou alors, je te fais le ménage dans ta boutique et tu me donnes une roue. Non, on va pas dire ça. Donc, on va utiliser un outil de transaction et cet outil-là, c'est la monnaie. Donc, une autre fonction de la monnaie, c'est ceci, l'outil de transaction. Ça permet de faciliter les échanges. Et enfin, la troisième fonction, ce qu'on appelle la réserve de valeur. Et la réserve de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de mettre de l'argent de côté. Mettre son pouvoir d'achat, c'est-à-dire tout ce que je peux acheter avec mon argent, de côté, c'est-à-dire tout simplement épargner son argent pour un achat futur. D'accord? Donc la troisième fonction de la monnaie, c'est ça, selon Aristote. C'est-à-dire que c'est une réserve de valeur. Je peux mettre de l'argent de côté et payer, payer des biens, des services plus tard. Ok? Ou alors mettre assez de côté, etc. Et donc avoir de l'argent de côté pour épargner et pour avoir un projet ou ce genre de choses. Donc, on récapitule pour ce chapitre, s'il te plaît, sur les échanges économiques. À l'international, on a ce qu'on appelle le phénomène de spécialisation, c'est-à-dire que chaque pays a décidé de se spécialiser dans un domaine particulier. Ça a donné lieu à la division internationale du travail. Je te mets l'auteur ici, mais bon, t'es pas obligé c'est Adam Smith qui en parle, mais bon, passons. La relation entre les agents, on appelle ça un flux, d'accord? Le flux, il peut être monétaire ou réel, et l'ensemble de ces flux, c'est ce qu'on appelle le circuit économique, c'est-à-dire la représentation des flux entre les différents agents. Je te laisse voir le premier chapitre si tu as besoin de revoir qui sont les agents économiques. Ok? Là, je t'ai montré ça. Et ensuite, selon Aristote, on a 3 fonctions dans la monnaie. Tout d'abord, c'est une unité de compte, c'est-à-dire que ça permet de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service. C'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que c'est un outil de transaction. Et enfin, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que ça permet d'épargner son argent pour un achat futur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à faire tourner à toute ta classe et à tous tes camarades pour qu'ils réussissent leur contrôle, leurs années, mais surtout, qu'ils comprennent mieux l'économie, parce que franchement, c'est super l'économie. Et si tu as une question, mets-la en commentaire. Si j'ai le temps, je réponds, mais je te promets rien. On fait ce qu'on peut quand même. Mais en tout cas, prends soin de toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que surtout, c'est plus clair pour toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.